Saint-Henri Jamin, nous sommes de retour pour parler de la France, ce pays que nous aimons. Et ce pays qui voit de plus en plus une expansion des gender studies et de certaines des écoles qui en font partie, dans ces écoles, dans ces municipalités. Est-ce que vous êtes effrayé par cette montée de la théorie du genre et quelle réponse le PCB peut apporter à ces questions? Le fait d'être effrayé, oui, enfin, je pense qu'il faut sortir du registre de l'épouvante. C'est plus profond que ça, c'est plus dangereux que ça. Aujourd'hui, à travers cette décision, on sent une volonté profonde de petit à petit déstructurer tout ce qui fait la richesse d'une personne, qui, comme d'aucuns a pu le dire, est une histoire sacrée. Chacun est une histoire sacrée. Et cette phrase-là cherche à être totalement évacuée de la réalité. Pourquoi? Parce que les socialistes, leur philosophie, c'est quoi? C'est de considérer qu'un individu se construit grâce au collectif. Et donc, il faut le mettre en situation de pouvoir être collectivisé. Et pour pouvoir le collectiviser, ben, il faut déjà nier le fait qu'il puisse être une histoire à lui tout seul. Donc tout est organisé, et je le redis, on peut critiquer ceux qui sont au gouvernement, mais ils font leur boulot. À nous d'être meilleurs pour, reprendre le pouvoir, et lorsque nous serons au gouvernement, faire notre boulot. Donc, par rapport à la théorie du genre, c'est un volet de plus, gravissime certes, mais c'est un volet de plus qui, j'allais dire, déstructure tout ce qui est lien personnel, tout ce qui est identité personnelle, pour faire en sorte que, à force d'individualiser, l'État, le collectif, devienne providentiel et devienne le lieu où, finalement, on se construit. Voilà. Donc c'est effectivement gravissime ce qui est en train de se passer. Alors, j'en appelle, moi, à ce que tous ceux qui peuvent avoir, on parle de l'école, mais il faut aller partout, mais l'école est un lieu tout particulier dans lequel il faut qu'on ait une vigilance forte, et qui ne soit pas simplement sur le fait de savoir si on enseigne telle ou telle chose dans les livres. Il faut être beaucoup plus vigilant que ça, car c'est une théorie qui est très insidieuse dans sa capacité à pénétrer tous les dires, toutes les formes d'instruction que l'on peut avoir. Je vais même vous dire une chose. Regardez, quelle est l'intention de tous ceux qui, depuis des années, font que l'histoire qui est enseignée est une histoire de moins en moins personnelle? C'est quand même étonnant, ça. Ça devrait nous interpeller. Au-delà du fait qu'on ne soit pas content de ne plus transmettre à nos enfants l'histoire de Charlemagne, l'histoire de Saint-Louis, ou l'histoire de Victor Hugo, l'histoire de Lamartine, etc. Tout ça, on est d'accord. Mais au-delà de ça, moi je pense que l'intention, elle est pire que ça. Elle est non seulement de nous mettre hors sol par rapport à l'héritage formidable que l'histoire nous permet d'assumer et donc qui nous permet de rebondir par l'avenir avec la richesse de cet héritage, mais c'est aussi derrière, de façon indirecte, une façon petit à petit intellectuellement de faire comprendre aux enfants que l'histoire du pays ne s'est pas construite sur des personnes. Il s'est construit sur un peuple, il s'est construit sur des grands souffles, des épopées, mais on ne parle plus des personnes. Pourquoi? Je pense que derrière ça, il y a toujours cette même idéologie d'individualisme qui est en train de saper totalement notre société. Vous parliez d'une société hors sol. C'est une société dont on est en train de plus en plus de détruire un repère commun, collectif, qui est l'église du village. Il y a des dizaines d'églises qui sont en danger de destruction. Les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté en France sont vraiment choqués par cette attitude. Comment réagir face à ce comportement? Pardon, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je vais vous dire quelque chose. Il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe, il y en a beaucoup, hein. Et c'est François Mitterrand. Rappelez-vous l'affiche de François Mitterrand en 80, la force tranquille. On voit François Mitterrand, et derrière, qu'est-ce qu'il y a?
une église. On voit bien la grande différence qui existe entre les socialistes de 81 et les socialistes d'aujourd'hui. À l'époque, c'était les mêmes idéologies. Mais globalement, ils assumaient encore l'héritage chrétien de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une ère où nous sommes dirigés par des gens de gauche qui ont évacué totalement cette idée. On est sur une autre génération, on est sur autre chose. Et donc, le fait de casser les églises est effectivement hautement symbolique de ce que je viens déjà d'expliquer précédemment, c'est-à-dire de couper les liens avec tout ce qui peut nous permettre d'avoir un regard personnalisant même, sur notre pays, sur nos territoires, sur nos communes, sur nos villages, sur nos quartiers, parce que vous avez grandi aussi. Et tout ça doit faire en sorte que petit à petit, tout ce qui nous permet d'avoir du lien, mais du lien réel, pas du lien plaqué, soit. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut être aussi, je vous disais qu'il fallait confronter nos convictions à la réalité du terrain. En tant qu'élu local, il ne faut pas nier le fait que les églises sont des monuments qui coûtent beaucoup d'argent à la collectivité et qui posent de vrais problèmes aux élus locaux. Donc je pense qu'il faut raison garder par rapport à un sujet comme celui-ci, et de deux façons. Un, avoir une vigilance extrême par rapport au mouvement qui est en train de se dessiner pour savoir si c'est effectivement un mouvement de fond ou si nous avons affaire, ce qui est le cas dans mon département, à quelques affaires tristement accidentelles, certes, mais sur lesquelles il faut comprendre quelle est la véritable intention. Et en même temps, si effectivement il y a une vague de fond qui est en train de se dessiner, pour le coup, rentrer dans une phase de résistance, d'explication, de résistance, de pédagogie, pour dire que ce n'est pas possible que notre pays perde tout simplement sa silhouette, où dans le village, il y a toujours un clocher. Désolé de faire cette transition un peu cavalière, mais vous venez de Saumur. Vous parliez d'une sorte de société plaquée, d'une confection d'une nouvelle idéologie. On a pu avoir ce sentiment-là avec la charte de la laïcité de Vincent Peillon. Comment vous réagissez à cette proposition du ministre de l'Enseignement? Alors, je ne ferai pas de cabriole en répondant à votre question, puisque vous voulez employer des termes cavaliers. Je répondrai. En fait, j'ai déjà répondu à votre question dans ma précédente réponse. Mais je vais le dire un peu différemment. Monsieur Peillon, qu'est-ce qu'il fait en faisant ce qu'il fait? Un, je le redis, il est cohérent avec les idéologies et les convictions qui sont les siennes, et qui l'ont amené aujourd'hui à assumer la responsabilité de c'est ça. Nous n'avons pas été aussi bons qu'eux au moment où il aurait fallu que nous le soyons. Voilà, la prochaine fois on le sera, on nous préparer. Deuxièmement, M. Peillon avait déjà écrit, dit ce qu'il envisageait, enfin, quelle était sa pensée. Ce que l'on voit qui apparaît ici et là, entre autres sur la toile, démontre que M. Peillon n'a pas attendu d'être ministre pour avoir cette vision sur la société et sur le fait que pour lui, la laïcité n'est pas du tout le fait de garantir la libre expression des religions dans notre pays, sous réserve bien sûr qu'elles ne rentrent pas dans une logique d'agression les unes par rapport aux autres, mais plutôt un nivellement par le bas, un effacement total de l'expression religieuse dans la sphère publique. Il l'a toujours dit, il l'applique. Voilà. Je le redis, ce sera à nous de reprendre le pouvoir lorsque l'occasion nous sera donnée pour éviter ces grandes difficultés. Mais ce que j'espère, c'est que ceux qui reprendront le pouvoir auront le courage de faire une volte-face à ce que j'espère, ce qui sera cette parenthèse socialiste et socialisante pour notre pays. Il s'agit maintenant de sauter l'obstacle, de parvenir à donner un message d'espoir pour que ce projet accomplisse. Comment le PCD peut y œuvrer et quel conseil, quel encouragement vous donnez à la génération qui arrive pour qu'elle suive ce destin? En bon président du PCD que je suis, je vais vous répondre, adhérer au PCD. Voilà, je suis quand même là aussi pour ça, mais c'est sérieux, mais je vais dire encore plus sérieusement. Le Parti chrétien-démocrate est un parti politique, c'est-à-dire que c'est un outil au service d'autre chose, et surtout au service
de notre pays au service des Français et au service de l'Europe. Donc il ne faut pas lui donner plus de valeur qu'il en a. Il n'aura de valeur que si les femmes et les hommes de bonne volonté qui considèrent devoir mettre en adéquation leurs convictions profondes et un engagement politique qui peut avoir des formes multiples. Il peut y avoir une simple adhésion, le simple fait de donner une cotisation au parti politique, jusqu'à effectivement, ce qui est le cas, avoir des mandats. Et après, il y a toute la gamme possible de la façon de s'engager. Mais la réalité du PCD, c'est que c'est un lieu où les personnes, comme je le redis, ont bonne volonté, et qui se retrouvent dans la défense première, prioritaire de la dignité de la personne, de sa conception à la mort naturelle, s'ils considèrent que c'est ça le cœur de leur projet politique, et que c'est là qu'ils doivent aller, et je suis désolé de le dire, c'est uniquement au Parti chrétien-démocrate que ça se passe. Et je pense que, c'est pas que je pense, c'est que le Parti chrétien-démocrate, je le redis, est un outil. Et comme le marteau est un outil, quand vous prenez votre marteau, c'est vous qui en faites quelque chose de votre marteau, c'est pas le marteau qui vous fait vous. Eh bien c'est pareil. C'est pareil. À tous vos lecteurs, à tous vos spectateurs, de se poser la question de savoir si, par rapport aux convictions que nous pouvons porter et qui sont parfaitement lisibles et compréhensibles sur le site internet du Parti chrétien-démocrate, est-ce qu'ils ne pensent pas se sentir interpellés par le fait de venir soutenir, voire plus, s'engager, voire plus, rentrer dans le combat politique pour accéder à des mandats, pour faire en sorte que partout où il y a l'exercice du pouvoir, quel qu'il soit, eh bien, nos convictions puissent être portées et apporter un éclairage là où les décisions se prennent. Charles Jamin, merci pour cette seconde partie. Nous vous proposons de continuer à chevaucher avec nous dans une troisième étape qui traitera des questions internationales.